Bonjour à tous, nous sommes les séparatistes, moi c'est JB. Et moi c'est Ben. Alors aujourd'hui on va parler d'une chose assez taboue on va dire. Bah, vous avez vu le titre de la vidéo et la miniature, je pense qu'on va être très clair là-dessus. C'est ça, on va parler d'une expression, enfin déjà on va parler je pense, nous de notre côté, aujourd'hui qu'il y a une mort de Star Wars. Mais en fait c'est surtout parler de cette expression de la mort de Star Wars qui est souvent un invariant dans toutes les discussions entre fans. Que nous on voit dans les forums, dans les discussions sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une notion en fait, je pense qu'on est tous un petit peu tombés dessus à un moment ou à un autre en fait. Et je pense que justement ça valait le coup qu'on fasse une émission axée là-dessus parce que j'ai l'impression que tout le monde l'emploie mais personne ne sait ce que ça veut dire réellement en fait. Ouais, et je pense que c'est important pour nous de savoir le resituer, notamment dans l'histoire de la licence. Et ouais, la mort de Star Wars. Tout le monde en parle, mais voilà, c'est un tabou, j'ai l'impression. En même Et temps. en plus, on l'oppose aussi à la Renaissance. Ça, c'est un truc aussi. Oui, voilà. Oui, et à la résurrection en permanence. Ouais, voilà. Donc on va explorer tout ça sur toute l'histoire du coup de Star Wars. Comment est-ce qu'on investit ce terme de la mort de Star Wars? Est-ce qu'il y a une mort? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est partisan ou pas? Est-ce que c'est partial ou non? Est-ce que c'est... Voilà. Pour resituer le terme, je trouve que c'est... on parle souvent de mort de Star Wars à la fin d'un argumentaire, en fait. On est toujours dans cette optique de... Star Wars est mort d'une certaine manière, ce qui fait que après cet argument-là, il n'y a plus rien à dire. Tu vois, le fait que la mort de Star Wars est à craindre et quelque chose qui au final on l'a subi en fait d'une certaine manière. Et j'ai l'impression qu'on en a peur, mais d'une. Oui, c'est surtout un usage rhétorique comme tu dis. Oui, c'est-à-dire à la fin d'un argumentaire, de dire oui, bah de toute façon la mort, enfin Star Wars est mort, c'est pas la peine d'en parler. Donc ouais, ça je l'entends souvent. Ouais. Mais à vrai dire. Nous, on l'utilise aussi, ce terme. Et oui, bien voilà, vous avez vu comme la vidéo, la mort de Star Wars. Nous, pour on l'utilise, on n'a pas peur de l'utiliser. Ouais. Bah tu vois, pour resituer un petit peu de manière personnelle, tu vois, ce podcast, il est né du fait que toi, t'écrivais un truc sur Word, qu'on a participé tous les deux à faire. Ça s'appelle littéralement la mort du mythe Star Wars, quoi. Donc évidemment qu'on utilise. On va dire, ouais, toute la motivation qu'on avait à créer ce podcast, c'était de parler de la mort d'une mythologie, quoi. Et en tant que fan de Star Wars, ça pourrait paraître un peu paradoxal pour beaucoup de dire oui, mais tu dois uniquement parler d'une passion quand tu trouves qu'elle est vivante, qu'elle est au centre de l'actualité. Alors il s'avère que c'est le cas aujourd'hui, mais nous, au contraire, on va un peu renverser le problème et dire que c'est pas parce que on a du Star Wars partout sous les yeux que la mythologie Star Wars, qu'on peut appeler mythologie, qu'on appelle tout le temps ici sur ce podcast, mais est forcément sauvegardée, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, c'est un petit peu, si on doit trouver une philosophie interne à tous les épisodes, c'est qu'au final, on regrette une certaine mort et que personne ne s'en rend compte finalement. Enfin, personne, sans être complotiste. Ouais, voilà. Et puis plus largement, c'est de se dire que voilà, là, on parle de la mort de Star Wars, sans exclure que d'autres mouvements artistiques ou culturels puissent mourir, quoi. Par exemple, je sais pas, pour parler rapidement de la musique, le rock, par exemple, aujourd'hui, le rock... c'est mort, quoi. Enfin, il n'y a plus de rock aujourd'hui, quoi. et justement, cette contre-culture qu'était le rock, on va dire, des années 70-80. Début 90 aussi, peut-être, non? Ouais, et début 90 aussi. Aujourd'hui, il n'existe plus. Oui. Il aurait été remplacé par le rap. Et aujourd'hui, on a déjà, depuis un certain moment, vu que maintenant le rap est devenu la pop culture, enfin, comment dire, la pop musique, quoi. Tout le monde écoute du rap aujourd'hui, c'est le premier style musical que tout le monde écoute. Qu'il y en a certains, des vieux de la vieille et du rap conscient, qui disent oui, le rap ça n'existe plus, quoi. Oui, c'est plus à contre-courant en fait, maintenant c'est devenu courant. Oui. Et puis très très tôt, on a eu des rappeurs américains qui disaient hip hop is dead, machin, tout ça. Ok. Et voilà, cette espèce de. On pourra appeler de purisme, on pourra parler de purisme tout à l'heure, parce que le purisme, c'est un mot qui n'existe pas. J'ai fait mes petites recherches. Ouais. Et c'est aussi un mot qu'on utilise souvent dans le fandom purisme. Ah oui, bien sûr. Le purisme. Et c'est quelque chose aussi qu'on nous reproche à nous, de souvent d'être puriste. Ouais. J'assume totalement. mais voilà, donc on va parler de tout ça et essayer de définir tout simplement ce que c'est que la mort de Star Wars. Voilà. Alors, concernant la mort de Star Wars, je trouve qu'on pourrait parler de plusieurs morts de Star Wars en fait, parce que je pense qu'il y a un problème actuellement, c'est qu'on affilie trop la mort de Star Wars, ou du moins son succès, avec sa popularité aussi. Je pense qu'il faut aussi différencier le fait que Star Wars, si ce n'est pas exploité, est-ce que ça veut dire que c'est mort pour autant en fait? C'est ça qu'il y a des choses... Alors nous, voilà, on fait une grosse différence entre les deux, à savoir la survie industrielle de Star Wars et la survie artistique. Parce que j'ai l'impression que tu vois, les fans sont devenus un petit peu tous des directeurs marketing en fait. Ils se disent, bah regardez, il fallait décaler la sortie du film 6 mois après, on aurait gagné beaucoup plus de fric, enfin, ça aurait eu plus de succès. Est-ce que ça veut dire que Star Wars vit en fait? Je trouve qu'il y a des...
C'est ça en fait, les fans deviennent un peu des Oui, marketeurs. oui, voilà, ouais. Oui, Et on participe comment dire, à la volonté de succès. Oui, en quelque sorte, on suit la licence plus que la saga, quoi. Et on comprend en fait que pour beaucoup de fans, le succès de la saga dépend aussi un peu de leur succès en tant que fan. Oui, de leur exposition, de leur Ouais, couverture médiatique et tout ça, on pourra en parler aussi. oui, bien sûr. Donc ouais, donc parler de plusieurs morts, nous c'est important pour nous de savoir différencier les deux. Et même, je trouve, les fans, enfin les défenseurs de l'aposto, dans lesquels on se reconnaît pas, nous, Ouais. font aussi ce distinguo. Hmm. Par exemple, nous, par exemple, sur l'émission de QC, de la convention Star Wars Génération, De Star Wars en direct. Ouais, oui, de d'ailleurs. Star Wars, voilà, l'émission de Star Wars en direct, on a Sébastien Galano qui est un fan, Assez médiatique, je ouais, trouve. assez médiatique, qui est vraiment au sommet Hmm. du fandom, qui nous dit cette phrase. Et me concernant, alors, est-ce que cette postlogie apporte quelque chose à l'œuvre de George Lucas? Comme dirait Sébastien, pas forcément. L'histoire principale avec l'épisode 1 à 6, ça se tient complètement, ça pourrait vraiment être la vraie fin. Après, est-ce que ça apporte quelque chose à Star Wars? Carrément. Ça a même sauvé Star Wars, en fait, j'ai envie de dire, parce que sans le rachat à Disney, est-ce qu'on serait là en ce moment en train de faire un podcast sur Star Wars? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc là, il y a bien un distinguo entre la licence, Hmm. on va dire la licence Star Wars, et ce qu'était originellement Star Wars narrativement parlant, à Ouais. savoir on va dire l'œuvre de George Lucas, comme il dit. Oui, voilà. Et voilà, et aujourd'hui on supporte ça. Hmm. Je trouve qu'aujourd'hui la coupure autour de la postologie, c'est ça. C'est de se dire, est-ce qu'on suit l'œuvre de George Lucas, à savoir nous ce qu'on défend sur ce podcast, Hmm. soit la licence. Bah, en Et fait, pour moi, la licence, elle ne représente pas grand-chose. C'est comme si on se retrouvait plus face à des fans de Lucasfilm, Hmm. plus que des fans de Star Wars. C'est ça, ouais. Être heureux que qu'ils aient une actualité, que la machine tourne. C'est ça, ouais. Mais, enfin, comment dire, cette approche en fait exclut les films. Mm. Et on a cette approche de, on s'en fout, tant qu'il y a quelque chose qui fait tourner la machine, Mm. on n'a pas, enfin, on s'en fout la qualité, on s'en fout un peu. Sans instaurer un débat Mm. clair sur les œuvres qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Si on peut les appeler des œuvres. Voilà, lol. Et voilà. Et du coup, pour retourner historiquement parler de cette mort de Star Wars, Mm. dont on nous rabâche les oreilles, et dont on vous rabâche les oreilles aussi. Bien sûr. Ça commençait peut-être par la prélogie. Alors je sais pas, même par la trilogie, il y en avait certains qui trouvaient que Star Wars 6 c'était une purge, Ouais. et qui trouvaient que c'était déjà une trahison de Star Wars. En infanticide. Oui, voilà, en quelque sorte. On pourrait même aller chercher plus loin avec des gens de Star Wars 5, l'Empire contre-attaque, qui trouvaient ça à chier. Ouais, Bon, ouais. il y en a, hein, oui, ça existe. Mais voilà, si on part de la trilogie, on peut déjà se concentrer sur la prélogie, en 99, qui a été, malgré ce qu'on en pense, aussi un cataclysme dans le fandom. Oui, bien quoi. sûr, bien sûr. Comme on dit après, c'est que aujourd'hui on a les réseaux sociaux, maintenant c'est un peu plus mesurable, mais à l'époque c'était aussi assez important, quoi. Donc en fait, comme on disait, les fans veulent que la machine tourne parce qu'ils ont peur de la mort de Star Wars, parce que cette mort de Star Wars ils l'ont un peu vécu en fait. Et quel est le déclencheur de cette mort de Star Wars? C'est la menace fantôme. Ouais. C'est la menace fantôme en fait. C'est le film où on s'est dit, ah merde, Star Wars ça peut ne pas être bien. Et c'est là que je pense que le terme est apparu, où on a dit mort Ouais. de Star Wars, où Ouais, on ouais. mettait une tombe marquée Star Wars, Ouais. 77, 1999. Oui, quoi. exactement. Et oui, et voilà, et là on a eu les premiers fans qui revendiquaient un divorce en fait, en quelque sorte, avec leur passion d'âme d'enfant, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, de notre côté, on essaie de comprendre, mais on n'y arrive toujours pas. Mm. Et aujourd'hui, voilà, on les entend encore. Hein. Rafik Djoumi, qui est un journaliste assez émérite, spécialiste de Lucas, de Star Wars et de cette histoire-là, c'est des journalistes, des journaleux qui sont un peu dans une espèce d'élitisation de la pop culture, qui sont là à dire voici ce qui était le meilleur, quoi. oui, voilà. Et aujourd'hui, voilà, les arguments autour de la prélo, il suffit d'écouter Rafik Djoumi pour voir en fait le remords et la haine qu'ils ont pour la prélogie. On en parlait dans l'émission avec les youtubeurs, Mm. cette catégorie de fans qui approche un peu de la quarantaine et qui commence vraiment, enfin qui justement continue d'avoir cette haine envers la prélogie, au lieu de l'oublier en fait, au lieu de passer outre. Ce sont des gens qui ont été peinés. C'est ça, ouais. Enfin vraiment, quoi. Et aujourd'hui, voilà, nous on n'a pas vécu cette période, mais c'est vrai qu'en essayant de comprendre comment est-ce qu'ils ont vécu les choses, c'est de se dire, ils ont dû découvrir Star Wars, non pas dans les années 90 avec la version remasterisée, Oui. mais dans les années 80, aux sorties réelles des films au cinéma, quoi, Oui. la découverte de Star Wars. Et attendre la menace fantôme pendant 15 ans, je pense que ça a dû évidemment mener certains fans à avoir des attentes très
je dirais pas très haute, mais très stricte surtout. Oui. C'est-à-dire qu'ils voulaient attendre ça, et notamment sur les premières images de la prélogie qui ont été montrées, à savoir le trailer de la masse fantôme, tout le monde était, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a des chasseurs jaunes, on a cette ville italienne, on n'a jamais vu ça, enfin ils étaient complètement dépaysés, quoi. Qui était tabou. Et ça a été très difficile pour eux, et ça a été notamment une des critiques après la menace fantôme, c'est de se dire, c'est pas Star Wars, quoi. C'est un truc très 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 loin, quoi. Après on peut dire que Star Wars a quand même une place assez importante dans le Hollywood de l'époque, c'est parce que c'était extrêmement rare d'attendre un film plus de 15 ans. C'est ça, ouais. Et t'as l'impression que cette attente-là, ça les a broyés en fait. Tu sens que quoi qu'on ait comme film, au final, ça les aurait un petit peu... personne n'aurait été satisfait, mais ça c'est un argumentaire qu'on retrouve souvent. Mais sachant que j'ai l'impression en fait que cette attente était peut-être tellement inhabituelle qu'ils en sont pas encore remis encore aujourd'hui. Ouais. Et ouais, ça a été attendre un film pendant 15 ans et ne pas être satisfait à l'arrivée, ça doit être assez frustrant. Mais voilà, après, est-ce qu'on peut incriminer Lucas sur la façon de préparer sa prélogie dans l'arrivée, dans le paysage culturel, au cinéma, tout ça? Je sais pas, mais en tout cas, il y avait aussi cette idée aussi d'obsession du mystère, parce qu'on allait beaucoup de fans, notamment, je reparle encore de Rafik Djoumi, cette sphère de fans-là, qui étaient les premiers à prendre Star Wars dans la tronche en 77 et qui sont là à dire mais nous on n'a pas envie on n'a pas envie de découvrir les origines de Vador en fait. Et pour eux c'est justement dévoiler un mystère qui ne devait pas être dévoilé. En même temps je trouve que c'est des arguments qui s'entendent, hein. Oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème c'est ce que je reprocherais s'il faut aller vraiment reprocher les choses, c'est que ce genre de fan n'est pas allé au-delà en fait. Certes, on découvre Vador, mais je trouve qu'il y a... Regardez autour. Anakin, il est tertiaire dans l'épisode 1. Quoi. C'est pas ça qui a dû vous choquer, c'est autre chose. Et on se rend compte que c'est vraiment l'ADN du film qui est différente en fait. Oui, voilà. Et c'est ça en fait, c'est la différence qui a fait peur. Oui, et ils ont dû se focaliser. Je pense les attentes étaient tellement hautes qu'ils se sont focalisés sur l'omniprésence de Jar Jar et le jeu de Jack Lloyd, et puis c'est tout. Quoi. Ils sont jamais allés au-delà, quoi. Bien sûr. Donc ouais, et cette obsession du mystère, elle participe aussi, je trouve, parfois d'un argument que je trouve assez fallacieux, c'est de dire à Lucas qu'il n'a pas été honnête dans sa façon de vendre la prélogie. Non, c'est, je pense, les fans qui se sont... Là, j'incrimine la demande, ce qui est plutôt rare de mon côté. Mais je pense que les fans devaient attendre la prélogie d'une autre manière, je pense. On essaie de s'intéresser de notre côté aux anti-prélos, comme on aime les appeler tout le temps, peut-être qu'ils n'aiment pas être catégorisés. Enfin, moi, j'aime pas être catégorisé d'anti-postaux, tu vois. Bien sûr. Parce qu'il y a ce lien entre nous deux, entre ces deux parties-là, c'est de se dire, oui, vous avez été vexé par une prélogie qui a complètement massacré votre passion. Nous, on n'arrive pas à le comprendre, mais nous, on a vécu la même chose avec l'Aposto. Oui, c'est ça. Et du coup, le dialogue, il est... Enfin, moi, j'essaie de demander aux anti-prélos, mais dites-moi ce qui vous a gêné. Bien sûr, parce qu'au final... Sauf que j'arrive pas à comprendre. Ce qu'on dit, en fait, c'est que Star Wars s'est tué lui-même, quoi. Pour eux, c'est l'épisode 1 et nous, c'est l'épisode 7. Quoi. Mais voilà, le gros truc qu'on dit tout le temps, c'est que eux disent tout le temps, c'est Lucas a cassé son jouet. En plus, ça va même plus loin, ce genre de fans disent que Lucas était au courant qu'il faisait de la merde. Et qu'il était justement, cette optique d'infanticide, dans cette optique de ça peut pas être aussi mauvais s'il l'a pas fait intentionnellement. Je trouve que c'est tellement ridicule d'en arriver là, mais là, Lucas n'est plus là pour la postologie. Et aujourd'hui, on a aujourd'hui les relents de cette tension autour de la prélogie. On parlera de la postologie avec toute cette sphère anti-prélogie quoi, qu'on peut retrouver dans la posto. Quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle de J.J. Abrams, c'est notamment de Simon Pegg. Oui, Simon Pegg, c'est la personnalité anti-prélo médiatique aux États-Unis quoi. Et encore, tu dis qu'elle n'a aucun respect pour les fans de la prélogie. Et l'autre va jouer dans Star Wars 7. Et l'autre, après Star Wars 8, il dit ah ouais, peut-être que la prélogie c'était pas si mal. Et après, une semaine avant, il disait qu'il avait aucun respect pour les fans de la prélogie. Tu vois, c'est encore des gens qui, comme on disait, ils n'évoluent pas encore. Ils sont encore dans cette peine. Et du coup, c'est pas étonnant finalement qu'on se retrouve face à des fans qui sont en réaction totale à la prélogie. Quoi. Qui sont dans un deuil. Ça, on en parlera plus tard, parce que le deuil, voilà. Oui, voilà, exact. Donc on sort de la prélogie. En un sens, on peut dire que Star Wars 3 a quand même fermé quelques bouches, mais on n'a plus rien après. On a vécu en gros une grosse période entre 97, on va dire, et 2005. Et après, on n'a plus rien. Donc c'est-à-dire que tout d'un coup, l'âge d'or de Star Wars, on va dire, entre 97 et 2005 n'est plus. Et on doit se débrouiller avec des petites miettes, quoi. Si je peux revenir avant sur 2005, je pense que l'épisode 3, comme tu disais, qu'on aime ou pas la prélogie, je pense que ça vous a forcément touché en tant que fan. Si on est un petit peu fan de Star Wars, on est obligé de verser une larme à la fin de l'épisode 3. En fait. Et là, je ramènerais ça sur une autre mort de Star Wars,
la mort de Star Wars, des gens qui ont kiffé les épisodes 4, 5, 6, puis 1, 2, 3. La mort de Star Wars, c'est fin épisode 3. Oui, beaucoup de gens ont dû comprendre au fond d'eux que en allant voir l'épisode 3, ça allait être le dernier Star Wars qu'ils verront de leur vie. Regardez, si vous êtes un peu curieux, regardez les reviews sur Star Wars Universe, des gens qui sortaient justement de l'épisode 3 en 2005, qui étaient attristés et qui disaient que, je sais pas, il y avait une avant-première au Grand Rex, les gens ils pleuraient en sortant du film parce qu'ils savaient au fond d'eux que c'était fini. Ouais. Et c'était un truc global, hein. C'était pas voilà. genre c'est 2-3 fans, c'est un sentiment qui a été partagé par beaucoup de monde. Voilà. Donc le deuil de la fin de Star Wars, il peut être autant partagé par des fans qui ont détesté la prélogie, autant de ceux qui ont compris au fait ce que voulait raconter Lucas, un peu comme nous. Enfin, nous, on n'a pas vu la prélogie au cinéma, mais voilà. Donc du coup, il y a toute cette mécanique du deuil qui commence à s'installer autour de la licence et de Star Wars, notamment dans l'entrée dans ce qu'on appelle, de ce que les fans aiment bien appeler la période noire. Ah oui, post-2005. De manière personnelle, on va restituer ça avant. C'est durant cette période qu'on a découvert Star Wars et qu'on a peut-être passé les meilleurs moments en tant que fan. C'est parce qu'on était dans cette optique de... Il n'y avait pas d'actualité et les films étaient sortis, mais waouh, je veux dire, on a vraiment kiffé. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ces moments-là. Pour moi, c'est l'âge d'or pour moi, en tant que tel, en tant que fan, de la découverte du monde de Star Wars, de l'appropriation que j'en ai personnellement. Pour moi, c'est un âge d'or. Mais voilà. Et aujourd'hui, voilà, nous, on a du mal à se raccorder avec ces fans-là qui sont, je dirais, des fans extrêmement... pas militants, extrêmement actifs, on va dire, dans le fandom. Les fans qui considèrent ça comme une période noire. C'est ça, voilà, qui considèrent cette période trouble parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, en quelque sorte. Donc là, on voit, je trouve, une logique très quantitative, en fait. C'est-à-dire qu'à cette période-là, on a, du coup, mis sur un piédestal The Clone Wars et par exemple, le pouvoir de la Force. Aujourd'hui, tu sors le pouvoir de la Force, ça fait pas trop de bruit, parce qu'on est en plein dans l'effervescence de la licence. Mais à l'époque, le pouvoir de la Force et surtout The Clone Wars, les fans, ils regardaient ça à la loupe, quoi, parce qu'ils avaient rien d'autre. Regardez, il y a 2-3 interviews aussi de 3 personnes, notamment de Star Wars Direct, qui reviennent sur cette période. T'as des gens, ils en parlent, mais comme si c'était une détresse en fait. Tu vois, des gens qui faisaient des articles de news sur Star Wars, ils disaient j'étais obligé de faire chaque review de chaque épisode de The Clone Wars. Comme si c'était la seule chose qui te rattachait à ta passion, c'était l'actualité. Le fait d'attendre du contenu Star Wars pour te sentir fan. Moi, de manière personnelle, on est tellement au-delà de ça en fait. On n'était pas dans l'attente d'un film. Moi, j'ai jamais attendu l'épisode 7 avant qu'on me le propose. Oui. Alors tu vois, alors que notamment ce sont des gens qui se rattachaient, comme tu disais, à des miettes, à savoir The Clone Wars et le pouvoir de la Force 1 et 2 peut-être possiblement. Oui, voilà. Et dans cette période-là, enfin là on parle des gros événements de cette période noire qui du coup est très très pauvre pour certains fans. Mais il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup aussi qui ont découvert Star Wars à ce moment-là comme nous, dans leur côté, ils ont construit un peu leur petit jardin sans se plaindre que c'est pas parce qu'il y a Star Wars, c'est pas parce qu'il n'y a pas de publicité Star Wars de partout qu'on peut pas se construire en tant que fan, quoi. Sans se rattacher à des chiffres purement marketing et tout, les jouets Star Wars se vendaient extrêmement bien aussi. Oui, cette période-là quand même, on avait quand même un certain succès. Là, il y avait une effervescence, tu vois. Oui, voilà. Et on parlera de la période Disney où évidemment la vente d'objets Star Wars n'était pas forcément au mieux. Mais à vrai dire là, ce que je remarque aussi dans cette période-là, vu qu'on parle de la mort de Star Wars, c'est cette peur que la licence s'effrite. Ce qui était le cas, la licence s'effritait. L'épisode 1 avec l'épisode 1 en 3D, on savait pas ce que ça foutait ici. Après voilà, on a l'épisode 2 et 3 qui sont même pas sortis du coup avec le rachat. Et voilà, moi ce que je remarque dans cette période, c'est les fans aujourd'hui qui ont vécu cette période, l'âge d'or de Star Wars autour de la prélogie, sortent des phrases du style le Star Wars, je peux pas m'en passer. Du moment qu'il y a du Star Wars, je suis bien. Parfois j'ai eu ma dose aussi. Enfin, je trouve que c'est pas un hasard quand même que certains fans utilisent ce genre de vocabulaire. Pour eux, Star Wars, c'est une drogue en fait. Après, on se rattache encore une fois aux gens de Star Wars en direct, mais par exemple, je citerai peut-être vraiment une interview de Sylvain qui est un des présentateurs, mais on lui dit clairement, alors pour toi Sylvain, qu'est-ce que c'est Star Wars ? Il n'a rien su dire d'autre que c'est le truc dont je peux pas me passer. Sans dire vraiment ce qu'il aimait. Tu sentais que c'était une question d'actualité en fait, c'est une question quantitative. Et comme on disait, vu qu'on parle surtout une question d'instantanéité. Oui, exactement. Le fait d'avoir une actualité, le fait que la machine roule en fait, tu vois, qu'elle fonctionne. On parlait de la mort de Star Wars qui est à craindre. En fait, ce qu'on reproche ici, c'est que certains fans voient cette période noire comme étant une mauvaise chose en fait.
c'est un petit peu comme s'ils se présentent en tant que vétérans en disant Oui, ils se présentent regardez. aussi en victime aussi de cette Exactement. période. Enfin, c'est ça leur argumentaire, c'est regardez, j'ai vécu cette période où il n'y avait rien, pourtant j'étais quand même fan. Enfin, Ouais, j'étais ouais. encore là. Mm. Évidemment, c'était en pente descendante, mais j'étais là. Oui, Ce qui oui, fait oui, que, j'ai failli ne plus être fan, quoi. en fait, cette période noire, on l'a intitulée comme ça parce que c'est une vraie période de deuil et de néant. Mm. Pour eux, Star Wars était mort à ce moment-là. Mm. Et c'est pour ça que finalement, beaucoup de ces fans adhèrent énormément à Disney. Oui, voilà, ouais, et nous, voilà, on se reconnaît pas forcément dans cette manière d'aborder Star Wars de façon très générale, parce que pour nous, enfin, c'est peut-être un peu vexant de dire ça, mais autant le dire, hein, on est là pour parler, Ouais. que c'est des fans qui, à mon sens, sont un peu dans un rapport d'une dépendance et d'une aliénation très forte avec Star Wars. C'est-à-dire que pour eux, Star Wars, c'est un espèce d'objet de transition, un espèce de doudou, tu vois. Ils peuvent pas s'en détacher. Ouais. Et si tu leur enlèves Star Wars, et ben ils savent plus quoi faire, parce que c'est leur seul repère culturel. Et du coup, ils ont besoin de leur dose, quoi. Bah en fait, je pense que cette période-là que eux ont vécu où il n'y avait pas trop d'actualité, c'était quand ils étaient enfants. Mais maintenant, tu vois, maintenant ils ont grandi, ils sont beaucoup plus âgés que nous. Mais dans leur approche, je trouve qu'il y a un aspect un petit peu. En fait, c'est un truc qu'on peut reprocher, mais que par exemple, nous, on a découvert cette dynamique Star Wars que très récemment, en 2015. Oui. Et même avec QC plus tard, on est allé. Voilà. Oui, le réveil des fans, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je veux dire, ça, on l'a vécu, et c'est vrai qu'on sent que c'est quand même une dynamique qui est assez plaisante. Oui. Mais cependant, je trouve que l'approche qu'on a de Star Wars se doit d'être personnelle, en fait, et surtout individuelle. On se construit Star Wars avec ce qu'on a, nous. Oui, puis se présenter, enfin nous ce qu'on reproche à ces fans-là qui souvent prennent le plus souvent la parole, c'est de se dire oui, nous on est des vétérans d'une période où on a failli ne plus être fan, et aujourd'hui si Star Wars existe toujours au niveau de l'actualité entre les fans, c'est grâce à nous en quelque sorte. Oui, oui. C'est un peu comme ça que je vois Ouais, les choses. un peu les pères, quoi, les premiers fans, quoi. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'on arrive à saisir qu'il y a des fans qui n'ont pas besoin d'être dans une instantanéité de Star Wars permanente pour être fan de Star Wars et apprécier l'univers, quoi. Et voilà, donc là c'est évidemment des nivellements, je dirais, comment dire, on parle de fans hardcore. Ouais. Je pense que c'est pas un hasard qu'on parle de fans hardcore. Nous on se considère pas comme des fans hardcore, comme des fans sérieux, on va dire. Pour nous, Star Wars, exigeant, ouais. Voilà, exigeant, sérieux. Pour nous, Star Wars, c'est très sérieux. Mais voilà, il y a des fans qui, pour nous, sont plus dans une logique de consommation, quoi. Bah en fait, ça va même au-delà de la consommation, comme tu disais, je pense que tout est lié à l'instantanéité, en fait. Parce que si Star Wars s'arrête du jour au lendemain, on a tellement d'œuvres, tellement de livres, tellement de jeux vidéo à découvrir, qu'au final, on pourra encore en découvrir durant des années. Ouais. On a suffisamment de contenu, entre guillemets, pour kiffer Star Wars si on veut vraiment toujours en avoir plus. Là, on est dans cette optique, non, on en veut encore plus, en fait, tu vois. Puis l'objectif, du coup, la demande de ses fans, c'est de remettre Star Wars sur le devant de la scène. Exactement. Et on est en 2012. Mettre Star Wars sur le devant de la scène, c'est se mettre aussi sur le devant de la scène. Oui, c'est aussi, je pense aussi que le fandom aussi se réveille, tout ça, qu'on réinvestisse des souvenirs. Ouais. Voilà, réinvestir un souvenir. Ouais, je sais pas si tu vois. Star Wars 7. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Un petit peu. Mais voilà, et on en vient au rachat avec l'élite du fandom qui est ravie. Oui. Parce que pour eux, Star Wars racheté par Disney, tout le monde part sur l'axiologie de dire c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Star Wars. Tout le monde le dit, tous les fans hardcore le disent. Ah ouais, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Star Wars. On tombe sur les argumentaires tellement mauvais, entre guillemets, c'est que Disney était les seuls à avoir le fric pour acheter ça, c'est totalement faux. Oui, c'est le seul qui avait l'infrastructure, je veux bien le croire, mais c'est loin d'être le seul. Regardez tous les autres studios, c'était carrément faisable. Et le fait que ça corresponde à la philosophie de George Lucas, j'en suis moins sûr. Oui, de dire qu'il fallait que Lucas poursuive, qu'en gros c'était la logique des choses. Alors ça on peut le comprendre évidemment, la logique plus générale, plus structurelle, on va dire, qu'on voit que Lucasfilm au début est vraiment une entreprise indépendante qui essaie de subvertir un peu les codes à Hollywood dans les années 70 et doucement glisse vers un modèle marketeux un peu dégueulasse de Disney. Et au rachat, le fandom était déjà du coup coupé en deux entre ceux qui trouvaient que c'était la meilleure chose possible. Ah, enfin des nouveaux films au cinéma, quoi. Se dire, ah ouais, Star Wars 3 c'était pas le dernier film. Pourtant, on revient dessus, Star Wars était un deuil partagé. C'était une mort paisible, j'ai envie de dire, parce que tout le monde était d'accord sur le fait que c'était magnifique. Enfin, vraiment, ce moment-là,
vraiment, je pense pas. J'ai vu aucune critique. Hein, Oui, j'ai vu aucune oui, critique. Star Wars 3, ça a été quand même un Oui. moment fort pour le fandom. Oui, même. bien sûr. Mais en fait, du coup, cet aspect de manque, en fait, c'est que avec Star Wars 3, on boucle la boucle. Mm. C'est le principe. Et là, on se retrouve face à un manque. Ce qui fait qu'on se retrouve face aux films The Clone Wars, à la série et tout. On se rend compte là maintenant, c'est qu'au final, le film n'est pas si important que ça. C'est qu'on attend des projets, en fait. Mm. On adorait attendre. Ouais, voilà. La prélogie, les gens, il y a beaucoup de fans, notamment Sébastien Galano, qui n'aiment pas la prélogie, mais je suis sûr qu'ils ont kiffé l'attendre. Oui, oui, oui. Et c'est ce qu'ils disent tout le temps, hein, ils adorent attendre les films. Hein. Ah oui. Et ils mettent l'attente du film au-dessus du film. C'est quelque chose qu'ils disent en permanence. Mm. C'est qu'aujourd'hui, on est dans cette modalité, je dirais, de consommation aujourd'hui, qui est il faut attendre le film plus que être devant le film et découvrir le film. Enfin, je trouve ça très malsain parce qu'en plus Star Wars 7 a complètement Digérer ça, quoi. ouais, c'est la campagne de communication de Star Wars 7, c'était ça. Hein. Mm. Et il y en a beaucoup qui ont dit ah ouais, quel plaisir de nouveau attendre un film Star Wars. Mm. Mais après la sortie du film, personne n'a dit oh quel plaisir de retrouver Star Wars au cinéma. Mm. Personne ne l'a dit ça parce qu'on savait très bien que Star Wars 7 était une purge. Tu vois, Oui. enfin, au fond de nous. Oui. Parce qu'ils ont beau être dans le déni, au fond ils savent que c'est un doudou ce film. Oui. Petit extrait de Sébastien Galano qui parle de ça, notamment. Eh ben, me concernant, moi, comme je l'ai dit, si ça apporte pas forcément quelque chose à l'œuvre de George Lucas, ça apporte énormément à Star Wars. Ça m'a permis de retrouver au cinéma des décennies plus tard mes héros d'enfance, notamment Han Solo, voilà. Et ça m'a procuré des émotions et de la hype comme vous imaginez même pas. Moi, depuis 2012, ma vie de fan, elle a totalement changé. Je suis vraiment, grâce à ce rachat et à cette nouvelle trilogie, je revis ma passion à 300%. Ça m'a permis aussi de faire des nouvelles rencontres et les émotions que j'ai eues dans les panels aux célébrations en 2015 avec le trailer de l'épisode 7 et en 2019 avec le trailer de l'épisode 9. 7000 personnes dans une salle avec ces nouveaux trailers, on était tous à hurler de plaisir, à en pleurer tellement on était heureux. Et c'est des émotions que j'aurais jamais pu avoir sans cette nouvelle trilogie. Et rien que pour ça, je remercie George Lucas d'avoir revendu sa saga dont il faisait plus grand chose. Et donc voilà, être dans la pratique du rôle social du fan de Star Wars devient plus important que le film lui-même, je trouve. Et Oui, moi, c'est pas quelque chose. Bah, tu vois, comme on disait, nous, on a vécu notre passion dans une grotte. Oui. On s'est découvert au lycée, tu vois, en disant ah toi aussi, Ouais. tu vois. Mais cet aspect, nous, ça ne nous manque pas. Enfin, on l'a jamais vécu, tu vois. Donc on n'est pas dans cette appréciation de partager un événement commun. C'est tellement personnel que on n'a pas eu d'addiction de ce côté, quoi. Ouais. Et je pense que notamment des fans se sont construits autour de ça, socialement et sur beaucoup de choses, ce qui fait qu'ils dépendent du succès de Star Wars. Et je pense que ce qui a motivé le rachat de Disney et notamment ce qui a motivé le projet Réveil de la Force, ce qui est un projet de major qui n'a rien à voir studio, avec quoi, ouais. oui, voilà, une logique de studio, c'est remplir un vide, répondre à accompagner un deuil de ceux qui avaient détesté, on va dire, la prélogie. Et ça, je veux dire, c'est évident. Et il y a aujourd'hui certains fans qui le dénient. Ça. Oui. Star Wars 7, c'est un outil pour une espèce d'anti-prélo anonyme, quoi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bonjour, moi je suis fan et j'ai été traumatisé par la prélogie. Bonjour, on va te montrer Star Wars 7 pour que tu arrives un peu à te dépêtrer de tout ça. Et Star Wars 7, c'est ça. Abrams, on en a déjà parlé, on va pas vous renvoyer à... on va pas vous renvoyer à notre émission sur Star Wars 7, mais Star Wars 7, c'est ça. On va parler aux vexés de la prélogie, qui étaient incapables de reconnaître la révolution de l'image du numérique dans la prélo. Penser que peut-être Star Wars, c'est pas uniquement de l'aventure, mais ça peut aussi être des tragédies peut-être un peu plus complexes. Que ça peut être non pas une histoire, une aventure, mais une intrigue. C'est-à-dire des choses... C'est la grosse différence entre la trilogie et la prélogie. Oui, voilà. Et aujourd'hui, moi, je vois pas en quoi ces fans aujourd'hui continuent à dénier que Star Wars 7 est au fait non pas un film Star Wars, mais un film adressé aux fans de Star Wars. En fait, ouais, c'est ça. C'est pas un film Star Wars, c'est un film qui te parle de ton rapport à Star Wars. Et voilà, et je parlais du phénomène doudou, de la culture doudou. Je sais plus qui en parle, qui a parlé de cette culture doudou. On le remarque de partout. Jurassic World, The Hobbit, machin, tout ça. Ouais. Star Wars 7, c'est un film pour un public averti à Star Wars, d'un côté, et pour, on va dire, choper la nouvelle génération.
Et c'est ça aussi dans le film, hein, c'est les vieux de la vieille qui connaissent la substantifique moelle de Star Wars, tu vois, et les nouveaux un peu naïfs qui sont là à découvrir l'univers. Et c'est un film qui est méta et à en vomir, et je trouve que ces films doudou, voilà, ils mettent en scène des personnages doudou, c'est-à-dire qu'on agite Han Solo et Luke comme des personnages auxquels on jouait quand on était gamin, Oui. dans Star Wars 8 aussi, Mhm. qui eux-mêmes agitent des doudous, le sabre laser, le machin, la roulette et tout. Et au fait, c'est un film qui joue à Star Wars, Pour moi, tout en s'excluant de la mythologie. le plus gros marqueur de ça, c'est le fait que les personnages principaux soient des fans de Star Wars. C'est une identification qui se fait. C'est regardez Luke Skywalker, je pensais que c'était un mythe. J'ai l'impression que justement les gens ont tellement pas été pris dans l'épisode 1, parce que dans l'épisode 1, les personnages se foutent du fait que ce soit Star Wars ou pas, ce sont des personnages, Oui. ils sont dans l'univers, on est dans l'univers avec eux. Là, le film met en scène des personnages qui sont au courant qu'ils sont fans de Star Wars, ce qui permet, je trouve, une identification pour ce type de fans, mais surtout un recul. Moi, j'ai pas été accroché avec Oui, ce voilà, personnage. ouais. Et comment dire, c'est là, ça signe, je trouve, à mon sens, et là, c'est là où je dirais que je m'avancerai un peu plus. Pour moi, là, ça signe le début de la mort de Star Wars. Pour Star Wars, enfin, Ouais. si on doit parler de Star Wars 7, parce que pour la première fois, on a un film Star Wars qui essaie de rajeunir du vieux, tout en pensant qu'il faut tirer un peu sur l'élastique pour que Star Wars revienne sur le devant de la scène. Et pour moi, c'est déterré quand Rey ouvre. Pour moi, voilà, c'est quand Rey ouvre le coffre et prend le sabre. Tu sens qu'ils sont pas capables, au fait, qu'il y a un espèce de complexe d'infériorité qui est énorme. Où on sent pas qu'en fait que Disney est à la hauteur en fait de cette mythologie, qu'ils savent pas la gérer, que c'est beaucoup trop complexe pour eux. Et franchement, des gens, même avant au rachat, ont dit ça va être ça. Ils vont se gaufrer, ça va devenir complètement vide. Ils vont faire une automasturbation de la mythologie. Puis on est avec Star Wars 7 et on l'a depuis le début. C'est tout ce Oui, qu'on parce critique que sur le ce fait podcast. qu'on accuse Star Wars 7 d'être un copier-coller de l'épisode 4, c'est pas juste pour faire un fun fact en disant regardez, c'est similaire. C'est la raison d'existence Il du y a film. une philosophie derrière, c'est actualiser l'épisode 4. Et à force de rencontrer des fans, je me rends compte qu'il y a aussi un problème d'un point de vue aussi actuel. Comment on voit les films de la trilogie, c'est qu'on se dit ah la trilogie originale elle est un peu vieille. Oui. Ce qui fait qu'on se retrouve face à une remasterisation. C'est pas pour rien que les gens parlent de la postlogie comme étant un dépoussiérage. Exactement. Mais la postlogie n'est pas entièrement vue comme la suite de Star Wars, c'est une vue aussi comme un reboot. C'est ça. Un reboot qui prétend être une suite. C'est-à-dire que l'histoire est tellement peu originale qu'on est forcément mené à penser que c'est un reboot. Oui. C'est pas simplement c'est un Ristoff reboot, peu importe comment on appelle ça, mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fans qui n'ont pas encore compris toute la critique qu'on pouvait adresser à Star Wars 7 et en quoi en fait Star Wars 7 est une trahison en fait et sûrement la première grande trahison de Star Wars. On peut reprocher ce qu'on veut à la prélogie, il y a une histoire dedans, il y a quand même un fond. Star Wars 7, c'est quoi sa raison d'exister à part de dire qu'il est un film Star Wars? Moi je vois rien d'autre. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, en essayant de s'éloigner de Star Wars 7, la communauté sur internet a commencé à parler de Star Wars fatigue. Et c'est la première fois moi je trouve ça quand même hallucinant que 3 ans après le premier film, on parle de Star Wars fatigue quand même. Bah en fait, comme on disait tout à l'heure, Star Wars dépendait de la vie d'un seul mec, c'était George Lucas. Ce qui fait qu'il a attendu 15 ans pour élever sa fille, tout simplement. Enfin, pour avoir une vie en fait, parce que ça l'a vraiment un peu détruit. C'était un peu le parcours du combattant. Ouais, la production de la trilogie, c'est pas fun du tout, voilà, c'est un truc à dire. Du coup, on dépendait de la vie d'un seul mec, enfin du choix de George Lucas. Maintenant, il se trouve que les studios ont repris Star Wars et l'exploitent comme ils font dans toutes les autres franchises. Maintenant, on se retrouve face à des films toutes les années et les gens sont surpris en disant ah merde, je retrouve pas l'attente que j'ai eue pour l'épisode 7 par exemple. Parce que l'épisode 7, il y a combien? Il y a 10 ans. Là maintenant, on a des films tous les ans. Donc évidemment qu'il y a un blocage. Maintenant, on se retrouve face à des studios qui exploitent la saga comme si c'était quelque chose qui manquait. Parce que, surtout... C'est une plateforme pétrolière, quoi. Surtout pour éviter cette période noire. C'est ça, cette période noire. Parce que apparemment, c'est ça le truc qui est génial, c'est que cette période noire, beaucoup de fans ont beau la détester, parce que c'est la mort de Star Wars. Cependant, je pense qu'il y a quand même un attachement au fait que j'ai attendu 10 ans, ça va être génial. On n'a plus cette période noire. On n'aura plus de période noire dans Star Wars, car tu auras toujours un produit Star Wars chaque année. Pour moi, c'est acté pendant au moins 20 ans. Quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que finalement, je trouve qu'il y a un entre-deux, en fait. C'est que on déteste le fait que Star Wars soit mort, mais en même temps, on aimerait bien avoir une petite période noire pour avoir une grosse hype. La preuve, les fans réclament le fait que les films sortent de manière un peu plus diffuse.
Oui, on a commencé enfin, le premier échec flagrant, on va dire, un fait, le fait, le premier fait factuel d'échec de Disney, c'est Solo. D'un Et point de vue Solo, marketing, ouais. ouais, D'un voilà, point de vue au succès, quoi. oui, d'un point de vue industriel, c'est Ouais. une catastrophe, quoi. Mm. Et il y a certains fans ont du mal à reconnaître que Star Wars, 3 ans après la sortie de l'épisode 7, puisse se gaufrer la gueule. Ouais. Ce qui est dérangeant, en fait, c'est que aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression que le fandom aujourd'hui ait réussi à saisir aussi les raisons de l'échec de Solo. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a le calendrier, non seulement, dont tu parlais. Il y a Star Wars 8 aussi, qui a mis une claque à la moitié du fandom. Ouais. Ça, c'est un fait. Hein. Ouais. Peu importe qu'on aime ou pas Star Wars 8. Comment dire, le film est médiocre. Le film est pas bon, oui, je veux le dire. C'est un film qui est uniquement adressé aux fans hardcore qui ont vu les comics sur Han Solo. Ça reste encore un film nostalgique. Il y en a plein d'autres d'arguments. Les gens se préoccupent pas trop de Han Solo, finalement. Ils veulent pas un film sur le mec, quoi. Ouais, voilà. Et puis comment dire, aujourd'hui, on parle de Star Wars fatigue avec on a 10 séries Disney et 7 films. Ouais. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est Iger qui nous dit il y a 1 ou 2 ans, oui, on va ralentir le rythme quand même. Parce que là, voilà, on a tiré sur l'élastique, on a voulu exploiter au sens, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, exploiter. On a exploité Star Wars comme une vache à lait. Mais maintenant, on va se calmer. Et 1 an après, on a Kathleen Kennedy dans une convention qui dit oui, on va produire 10 séries Star Wars. Je comprends pas en fait qui est aux commandes, en fait. C'est hallucinant. Ouais. Mais simplement, cette optique-là est surtout, comme tu disais, industrielle. C'est le fait qu'on produise un maximum, c'est le capitalisme, bonsoir. Mais l'accumulation indéfinie des richesses, hein. Voilà, en plein dedans. Disney+, c'est ça. Hein, exactement. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a cette optique, comme je disais tout à l'heure, c'est que d'empêcher cette période noire. Ouais. Au final, on produit de plus en plus pour se prouver que Star Wars n'est pas mort. Regardez, il y a toujours un truc qui va arriver, ce qui fait que tu auras toujours une actualité. Et il se trouve que là, maintenant, on commence un peu à trouver, on va dire, d'autres symptômes à la mort de Star Wars. C'est peut-être que Star Wars peut mourir dans un brouhaha général, finalement. C'est ça, ouais. C'est notre thèse, quoi. Ouais. Aujourd'hui, voilà, tu parlais d'attente. Avant, on attendait Star Wars tous les 15 ans, tous les 10 ans, et aujourd'hui, on attend Star Wars tous les 3 mois, quoi. On a à chaque fois un nouveau produit qui nous tombe sous la main, qui sont, faut se le dire, d'une qualité médiocre. Hein. On n'a pas encore parlé de Vieille République, et franchement, j'ai pas envie de m'y intéresser parce que c'est quand même pas reluisant de loin. Voilà, et aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose d'attendre tous les 15 ans et toutes les 2 semaines, tu vois? Est-ce que ça a les mêmes impacts? J'en doute beaucoup. Et par exemple, on pourrait se fier sur Star Wars 9. Star Wars 9, c'est le dernier Star Wars épisodique qu'on aura. Et franchement, à la fin, j'ai l'impression que tous les fans s'étaient dit, c'est tellement un paix foireux ce film, c'est tellement pas un événement qu'il y aura forcément un épisode 10. Oui. Parce que c'est la logique qui veut que on continue à exploiter, quoi. Bien sûr. Et Star Wars 9, en quoi Star Wars 9 était un événement? La fin de la saga Skywalker, je vous le rappelle. T'avais dit ça d'une manière plutôt que je trouvais pertinente, c'est le fait que Star Wars 9 était un deuil sur commande. Les studios se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec cet épisode 9? On va en faire un deuil, on va en faire le dernier épisode. Mais je vous renvoie à l'émission sur Star Wars 9 qu'on a faite il y a pas longtemps et dont on est très fiers. Mais simplement, on se rend compte que finalement, avec cette envie d'arrêter la saga Skywalker avec l'épisode 9, c'est que Disney veut aussi un petit peu se tuer Star Wars, d'une certaine manière. C'est que la fin de Star Wars avec l'épisode 3, on aurait pu s'en satisfaire, mais au final, non, il fallait une dernière trilogie. Mais on se rend compte, là maintenant, interroger n'importe quel fan, on sent bien que cette postlogie est de trop. Pour moi, c'est tellement... c'est compliqué de se mettre en avant en disant que c'est quelque chose qui complète Star Wars. Mais la preuve, tout le monde dit, dans l'histoire, ça n'a aucun sens. Oui, voilà, oui, tout le monde dit que ça n'a pas de sens. L'autre chose aussi dont on peut incriminer dans cette postologie aussi, et aussi plus largement aussi de Disney, c'est la banalisation de Star Wars aujourd'hui. Et c'est ça aujourd'hui, moi, qui m'inquiète, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Star Wars, c'est une licence comme une autre. Alors aujourd'hui, on parlera peut-être du Marvel Cinematic Universe plus tard, mais aujourd'hui, Star Wars, c'est une licence dans la culture populaire qui voilà. Alors je pense qu'à l'époque, quand t'allais voir Star Wars, je savais que c'était mythologiquement, c'était une pratique de spectateurs qui n'était pas anodine. Si on n'allait pas voir n'importe quel film, Star Wars c'est au-dessus, tu vois. Oui, bien sûr. Tout le monde pensait ça, quoi. Oui, t'avais cet aspect mythologique et surtout c'était accentué, comme on disait, par la préciosité du film, du fait qu'on l'attend tous les 5 ans, quoi. Oui, voilà. Pour la trilogie, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu grossier de dire ça, mais qu'on avait la qualité sans la quantité. Et aujourd'hui, on a l'inverse, quoi. Et il y a des gens aussi qui sont encore persuadés de dire oui, mais on peut avoir la quantité et la qualité. Non, tu peux pas sentir la revanche des sites tous les ans, c'est pas possible. Je trouve qu'en termes d'impact aussi. Oui, voilà.
Oui, en termes d'impact. Évidemment, les gens étaient émus à la fin de l'épisode 3, ce n'était pas pour rien. Mm. Avoir la revanche des Sith tous les années, ça n'aura aucun impact finalement. Voilà, donc la logique mercantile et la logique économique de Disney, elle a complètement changé, et je pense qu'il faut que les fans le reconnaissent, qu'il y a un rapport à l'exploitation du produit Star Wars et de la licence qui n'a rien à voir entre le Lucasfilm de Lucas et le Lucasfilm Kennedy, quoi. Oui, simplement pour enlever cette idée préconçue que Disney rachète juste des marques juste pour les financer et les laisser faire, tu vois, laisser les créateurs faire et eux ils font que financer en tant que producteurs. C'est totalement faux. C'est complètement déconnecté de la réalité. Mais en plus, je trouve ça dingue de le préciser parce que regarde les films, ça crève l'écran. On a changé de système économique en fait, on a tout changé en fait. C'est ça qui est dingue. Et on nous dit que c'est la même chose. C'est Star Wars 7 quoi, tu vois. Avec du recul, tu te dis, voilà, quand tu regardes ces films, tu peux pas te dire que c'est des films qui ont été pensés de la même façon que Lucas et McCallum sur la prélogie, quoi. Oui, bien sûr, rien à voir. Quoi. Donc voilà. Donc l'inquiétude aussi, c'est est-ce qu'on a, voilà, tu parlais du rapport au temps, de l'attente, tout ça. Ouais. Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de se demander si tel ou tel contenu, enfin, je parle de contenu parce que je pense qu'il faut les appeler comme ça, t'es d'accord, hein. Oui, bien sûr, totalement. Que... C'est pas pour rien, je le dis depuis le début, mais je le pense carrément. Oui, voilà, aujourd'hui, c'est pas un hasard qu'on parle de contenu. Est-ce qu'on a le temps de se dire, est-ce que ça nous parle, est-ce que ça nous inspire, est-ce que ça nous élève, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça me... Voilà, est-ce que c'est inspirant, est-ce que The Mandalorian est inspirant? Est-ce que vous l'avez pas déjà tous oublié, quoi? Ouais, est-ce qu'on est déjà pas prêt d'oublier The Mandalorian pour mater d'autres séries, quoi? En fait, c'est ça, en fait. On est dans ce regret. On espère avoir la hype de Star Wars pour certains fans. Voilà, évidemment, je parle de Sébastien Gallano, mais qui est juste un exemple. Hein, oui, parce qu'on trouve qu'il est plutôt, représentatif. Ouais, représentatif et synthétique de tout ça. Ouais. Et des personnes qui adorent attendre un film, mais qui se retrouvent... En fait, la période de hype durant un film, c'est pas une période de réflexion. C'est une période d'attente et de... faudrait que je retrouve la définition précise de la hype, mais c'est vraiment un moment d'excitation pure. Oui, c'est un moment purement somatique, c'est le corps, c'est l'émotion. Oui, bien sûr. Ce qui fait que c'est pas dans ce genre de moment où on a des réflexions sur la saga. Avec du coup cette production de contenu qui est continue et qui n'est pas indéfinie, on commence à voir qu'il n'y a pas ce moment de réflexion, ce moment où dès que quelque chose est fini, on se pose autour d'une table, on dit mais qu'est-ce que ça nous a apporté. Le premier truc qu'on voit après The Mandalorian saison 2, c'est les théories pour la saison 3. Ouais. Mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous pouvez vous poser pour vous dire qu'est-ce qui se passe, enfin, quel est l'impact? Il se trouve que justement, on est dans cette période de hype et d'attente constante qui exclut la réflexion. Et pour moi, ce qui montre bien ça, c'est par exemple la fin de l'épisode 7. Les principaux débats après la sortie de l'épisode 7 en 2015, c'était qu'est-ce que va dire Luke? C'était le fait d'avoir basé le film sur un cliffhanger, c'est de te hyper pour le prochain. Et aujourd'hui, ce modèle économique-là, il est dans la production du sériel. Et la postologie en fait partie aussi. Oui, bien sûr. Et The Mandalorian, on en voit le bout. On aperçoit ça aujourd'hui avec The Mandalorian. On en a parlé aussi dans son émission dédiée. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui me fait peur, c'est qu'on peut plus réclamer à la mythologie d'être à l'épreuve du temps. Et du coup, c'est une question que tu m'avais posée aussi, c'est est-ce que aujourd'hui, dans ce nouveau modèle économique que nous propose Disney, c'est est-ce qu'on peut continuer à transmettre Star Wars d'une façon qui est relativement forte, en fait. C'est-à-dire, avant Star Wars, la transmission, elle était familiale. Moi, c'est ma tante qui m'a montré les films Star Wars. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de place pour ça, en fait. Cet aspect familial. Bah, comme on dit, en fait, après, il faut pas être trop réactionnaire, tu sais, à chaque fois qu'on voit une... Enfin, là, c'est pour moi de la supposition, parce que on voit que la tendance, quand même, elle va quand même à la virtualisation des contenus. Bien sûr. Et surtout à l'égalisation de tous les contenus qui sont tous sur la même plateforme. Oui, c'est ça. Bah, Disney+, tu vois, maintenant, on en a peur, c'est que Star Wars devienne qu'un onglet sur Disney+, en fait. Ouais, bah c'est ça. Tu changes d'univers et tu manges tout et tu passes à l'univers suivant, quoi. Je pense que t'as raison, il y a quand même un aspect un peu moins... Après, comme on disait, voilà, ne pas être trop réactionnaire, comme si, tu vois, dès qu'il y avait les DVD, tout le monde criait à la mort du cinéma, tu vois. Et avant, c'était les cassettes, tu vois. Je pense que la dématérialisation des contenus peut provoquer un changement dans la manière dont on les transmet. Ça, c'est, et là, je trouve que le gros souci, c'est que là, on rentre purement dans une logique d'accumulation de contenus qui sont virtuels, qui ne sont plus physiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cet acte de je te fous le Star Wars entre les mains. Quoi. Et moi, je trouve ça triste. Enfin, est-ce que ça peut empêcher cette appropriation? Est-ce qu'on sera plus distant avec Star Wars vu que ça paraît d'autant plus loin? Oui, enfin après la question aussi de savoir est-ce qu'on peut regarder Star Wars sur son smartphone ou sur un ordinateur, ça c'est une autre question, mais ouais, enfin moi c'est une inquiétude que j'ai et aujourd'hui force est de constater qu'on peut avoir la certitude qu'aujourd'hui la façon de transmettre la culture populaire aux nouvelles générations, elle a complètement changé.
avec l'ère des réseaux sociaux, Ouais. la virtualisation, du GAFA, tout ça, tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. Donc voilà, et aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on va se transmettre les séries Disney+, tu vois? Ouais, bien sûr. Surtout que le fait que ça soit vachement consommable et surtout tellement instantané. Mhm. Surtout avec des épisodes de 20 minutes, hein, lol. Voilà, puis le problème c'est qu'on n'en voit pas la fin, quoi. Mm. Voir 10 séries, je vois pas en fait quand est-ce que Disney s'arrête et donne une cohérence à ses projets. En Ouais. fait. C'est là en fait on tire le capital sympathique que les gens ont pour Star Wars, on tire le maximum de choses jusqu'à la dernière goutte, tu vois le son que tu fais quand t'aspires dans un Ouais. gobelet, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois et on lâche tout aux gens. Mm. Tu vois, c'est donner de la quantité, voilà, Comme on on leur disait, donne du... de manière indéfinie, mais surtout qui n'a pas de sens. Oui, voilà, j'ai peur en fait que les séries, enfin, on va Ouais. pas s'attarder sur les séries, mais qu'elles soient toutes à peu près les mêmes, quoi. Et du coup, dans cette optique-là, on peut témoigner en fait qu'il y a une mort de Star Wars, mais qui se fait dans un brouhaha général. C'est ça. Mm. On a beau avoir du contenu, plus on en a, plus Star Wars est en train de mourir en fait, j'ai l'impression. Plus on exploite, comme on disait, jusqu'à la dernière goutte. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, on s'en inquiète parce que je pense que tous les fans s'inquiètent de la mort de Star Wars. Mm. Nous aussi, on s'en inquiète. Oui, bien sûr. Les fans que nous on dénonce, qui sont l'élite, on va dire, du fandom français, Mm. le dénoncent aussi de différentes manières. Mais j'ai pas l'impression aujourd'hui que cette façon de dire attendez, justement, tout est dans le mot attendez. Mm. Attendez, Oui, oui. voilà, faut attendre. Attendre, se poser, se demander ce que ça nous apporte. Alors parce que ça nous apporte Mm. capitalistiquement, mais voilà, pourquoi on est fan, c'est quoi les émotions que ça nous donne, est-ce qu'elles sont vraies ces émotions, tu vois. Quand tu vois Star Wars Theory chialer devant l'apparition de Luke dans The Mandalorian, bah moi j'ai du mal à me raccrocher à ça parce que je me dis c'est quoi à part encore du brossage de poils du fan dans Du une fan service. nostalgie permanente, Ouais, tu ouais. vois. Il n'y a pas de proposition finalement. C'est ça, on ne propose rien, je trouve. Ouais, ouais. Mais tu vois, le fait, j'ai l'impression que beaucoup de fans sont en train de légitimer ça en disant que Disney ont fait une seule erreur, c'est qu'ils ont sorti un peu trop rapidement. Sauf que, en fait, vous exigiez des films. Mm. Vous en rêviez. Mm. Et maintenant, vous en avez chaque année, et maintenant, vous comprenez que c'est une erreur. Mm. Et que maintenant, la seule manière pour que Disney répare Star Wars, c'est de faire des films distants, enfin, qui soient un peu plus ponctués dans le temps, un tous les 5 ans. Mais je suis d'accord, ça fait partie de la solution miracle, mais ce sont les films l'intérêt aussi. Là, on en a produit un par an, vous avez pas vu à quel point la production c'était une catastrophe à chaque fois. Évidemment que c'était que la qualité, c'est la qualité, elle a tellement pris cher avec cette production de merde. Voilà, ça reste des débats parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont pas forcément persuadés de ça, parce qu'ils Ouais. ont un rapport différent à Star Oui, Wars, c'est ça. et nous on fait que le dénoncer dans ce podcast. Mm. Mais voilà, et aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les nouveaux contenus, parce qu'il faut les appeler comme ça, Oui, oui. sont investis comme un prolongement de la mythologie. En fait, je pense que la manière de bien les cerner, c'est de voir la manière dont ils évoluent dans le temps. Mm. Est-ce que vous vous souvenez de la saison 1 de The Mandalorian? Moi, pas trop. Hein. Oui, moi j'ai oublié. Tu vois, je veux dire, bah, là, le souvenir que t'as de la saison 1 de The Mandalorian, c'est le souvenir que t'auras quand tu battras Ahsoka et que ça sera un an plus tard, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais. je pense que ce sont des contenus qui ne résisteront pas au temps. Et qui pour, feront. pour Star Wars, c'est quand même triste. Mais bien sûr. Que Star Wars ne résiste pas au temps. Enfin, Ouais. moi je me remate Star Wars 4 aujourd'hui, Mm. je l'ai vu j'avais 8 ans, Mm. c'était en 2005. Mm. J'ai regardé Star Wars 4 et ça a été le coup de foudre pour un film qui est sorti Oui, 20 ans plus tôt. oui. Donc l'aspect de peu dépoussiérer et tout, je comprends pas. Hein, Oui, oui. Enfin, il est d'une pertinence ce film. Ouais. Enfin, C'est génial. D'une efficacité surtout. Oui, donc voilà, enfin, quand même, la prétention de mythologie, c'est d'être intemporel, c'est d'être forte, Oui. c'est de suivre les gens, c'est de se transmettre dans les générations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Dans cette Je optique. pense pas que la postologie, malgré ce qu'on en pense, alors Ouais. après là, ça n'a pas l'avenir, c'est juste de la supposition, Ouais. on peut vraiment pas savoir. Est-ce que la postologie, on va en parler dans 10 ans Comme Bah, le prolongement de la mythologie de Mm. Star Wars. Oui, bien tu sûr. vois. Honnêtement, je pense pas. Et voilà, et tout le monde nous le dit, quoi, de dire qu'aujourd'hui, Star Wars, c'est en train un peu de justement la Star Wars fatigue dont on Mm. parle. Voilà, tout le monde le dit. Vervige qui fait son bouquin sur la philosophie, là, il dit que c'est quand même La bien. philo contre-attaque. Oui, la philo contre-attaque. Raphaël Vano, dont on a, je crois, déjà parlé, qui est voilà, et même les Sociologue, universitaires ouais, nous le disent. Mm. Damasio, qui est écrivain, nous dit que c'est devenu juste une pompe à fric. Mm. Astier, qui dit qu'il s'en bat les steaks. Tout le monde le dit, quoi. Ouais. Bah, du coup, ça, cette approche académique, c'est quelque chose qu'on
qu'on a vu apparaître avec Star Wars. C'est que maintenant, les gens se sont dit, en fait, Star Wars, c'est bien plus qu'un divertissement. Et je trouve que c'est un véritable sens profond et que ça... Et encore aujourd'hui, on essaie un peu de le découvrir, pas comme des explorateurs, mais en disant que c'est une saga qui est d'une simplicité tellement forte qu'on peut lui faire dire tellement de choses, en fait. Et l'appliquer à tellement de domaines. Et surtout avoir une pertinence, surtout chez les jeunes. Mais bref, voilà, c'est une saga qui a tellement de sens maintenant. J'ai l'impression que ce sens-là académique, on va le perdre aussi. Plus personne ne va écrire de livres sur la postlogie en essayant de comprendre le sens, parce que de un, tout le monde s'en fout, de deux, il n'y en a pas de sens, tu vois. Donc, mais je veux dire, enfin, je trouve que c'est quelque chose aussi qu'on va perdre, c'est que l'approche académique et intellectuelle de Star Wars, c'est quelque chose qui l'a permis de survivre durant des années. C'est aussi quelque chose que, encore aujourd'hui, on sort des bouquins sur la prélogie, tu vois. C'est quand même dingue. C'est aussi à cause du rachat aussi. Mais je veux dire, il y a cet aspect-là que je pense on va perdre aussi. Oui, c'est devenu un univers fictif, désincarné en fait, qui est devenu dépourvu de sens parce que on y exploite au fait le caractère purement divertissement. Divertissement. Oui, Quoi. bien sûr. Et on va parler du divertissement plus tard dans une autre émission, je pense. Mais voilà. Et aujourd'hui, je pense que les premiers fans devant les salles de cinéma. Je pense pas que c'est les premiers à investir Star Wars pour son sens profond, je pense. Je pense que ils investissent Star Wars, comme on disait, comme une drogue. Ouais, ça se fait de manière émotionnelle aussi. Je pense pas que ce soit un hasard pour être fanatique, on parlera des fans plus tard, mais voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dépendant aujourd'hui de cette... et je pense que Disney a... Cette boîte Disney est très intelligente dans sa façon d'aborder Star Wars, parce dès le début, tu parlais aussi de la période noire, c'est qu'on a investi Disney comme le sauveur de Star Wars, tu vois. Star Wars 7, c'était ça, hein. On sauve Star Wars du traumatisme prélogique, tu vois. Oui, bien sûr. Et ouais, c'est en permanence ça, la figure du sauveur. Du coup, cette optique qui s'oppose à la mort, à savoir celle de la résurrection. Disney ressuscite Star Wars, donc... et pour moi, c'est tellement évident, on l'a dit depuis le début, l'épisode 7 est contre la prélogie, mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que maintenant, les gens nient ça aussi, tu vois. C'est que non, en fait, non, c'est pas... Bah non, c'est juste un Star Wars comme un autre, ça n'a rien à voir, tu vois, donc je comprends pas comment on peut dire ça. Et aussi dans cette optique de sauveur, c'est un truc que j'ai remarqué au moment même où on a eu l'annonce, c'était il y a quelques années, c'était le fait que Clone Wars soit sauvé. La série de 2008, qui a commencé en 2008. Ça, pour moi, c'était tellement une aberration de voir ça, en fait. Sur la chaîne YouTube de Star Wars, en bannière, il y avait The Clone Wars Saved. T'avais ça partout. C'est risible. Ce qui est dingue, c'est que personne s'est dit, attends, The Clone Wars, on la sauve de quoi? Enfin, on sauve cette série de quoi? Mais de Disney. C'est Disney la menace. Ce qui fait que, comme on disait ça dans les autres podcasts, on espère pas trop se répéter, mais que Disney est justement en train de casser le jouet Star Wars pour mieux le réparer par la suite. Ouais, c'est ça. En gros, je pense que toute la logique, toute l'arnaque qu'on perçoit aujourd'hui chez Disney, c'est très simple. C'est, je prends un doudou, un jouet, je le casse, je mets du scotch, je te le donne, je te dis voilà ton jouet. Et c'est mieux que quand il était cassé, tu vois. Enfin, je veux dire, t'as cet aspect un peu... Voilà, on essaie de te provoquer en essayant de casser le jouet. Et c'est ça la postologie. Hein. On t'agite un jouet. Et c'est ça en permanence. Et on te dit, regarde, j'ai sauvé ton jouet. Mais c'est pas moi qui l'ai cassé. Oui, bien sûr. C'est la prélogie, c'est tout ça, c'est Lucas qui s'est trompé, tu vois. Ouais, on est un peu les sauveurs quand on arrive un peu à la bourre, mais voilà. Star Wars 7 a sauvé Star Wars. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Je pense que dans leur logique, c'est de se dire, ouais, on va essayer de faire comprendre au fandom qu'on est en train de sauver Star Wars, tu vois. On sauve Star Wars. Et on investit les fans aussi pour nous dire, aidez-nous à aider Star Wars, à sauver Star Wars. Et c'est un sauvetage qui est perpétuel, quoi. Et tous les projets, je trouve, résonnent dans cette logique-là. Donc il faut éviter la mort de Star Wars, c'est voilà, sauver Star Wars en quelque sorte. Et l'aposto, voilà, pour moi, c'est une angoisse de la mort de Star Wars, quoi. Star Wars 9, c'est ça, c'est un film qui est pétri de psychologie de deuil, quoi. Oui, et en plus on est dans cette optique de sauvetage de la trilogie originale, parce que, pour être très factuel, la mort de Han Solo, c'est un truc qu'on a reproché à Lucas pour l'épisode 6, bah t'inquiète, on le tue dans l'épisode 7, on n'a aucune figure un peu à la Jar Jar, à la Ewok, c'est une réponse à Star Wars de base. Enfin, je veux dire, il y a quand même cette optique de rectification, on est là pour corriger Star Wars. Il y a certes du coup ce sauvetage de la trilogie originale, mais aussi ce sauvetage à l'intérieur même de la trilogie. Par exemple, l'épisode 7 sauve Star Wars en général, l'épisode 8 sauve de Star Wars 7, Star Wars 9 sauve Star Wars 8. Tu vois, enfin, il y a une espèce de
Ouais, donc en gros, la logique, c'est de dire que Star Wars 7 sauve Star Wars de la prélogie, Star Wars 8 et aussi, parallèlement, aussi un peu Rogue One, sauve Star Wars de Star Wars 7 et sa nostalgie, Ouais. avec voilà, un peu plus de risque créatif. Et Star Wars 9, qui revient, sauve Star Wars 8 du deuil et du meurtre que Star Wars 8 a provoqué. Ouais, ouais. Et ensuite, Mandalorian aussi, on en a parlé, sauve Star Wars de la postologie. Pour partir en résonance avec notre dernier épisode sur The Mandalorian, c'est un truc qu'on a oublié d'aborder, c'est que The Mandalorian se place comme étant une réponse à la postlogie. Parce que maintenant, regardez sur les réseaux sociaux, c'est toujours... Enfin, les fans le regardent comme ça, moi je le vois pas du tout comme ça. Ah non, mais pour moi c'est une catastrophe. Mais je veux dire simplement cette optique de regarder, c'est enfin le nouveau Star Wars. Je citerai notamment, je sais plus, j'avais vu une couverture de Empire. De Empire, c'est un magazine qui fait la promotion de tous les films Star Wars. Oui, qui est un magazine dont les royalties sont de Disney, je crois. Exactement, c'est ça, c'est Disney qui possède ça. Mais je veux dire, c'est quand même dingue qu'un magazine même qui fait la promotion de Star Wars admette avec The Mandalorian, regardez, c'est enfin le nouveau Star Wars. Vous avez fait la promotion de la postologie entière. C'est incroyable de voir un truc comme ça. Mais je veux dire simplement, The Mandalorian se place en tant que sauveur de Star Wars parce qu'ils disent enfin, on a du bon fanservice, tu vois, du bon bien sucré, tu vois, mais du bon, tu vois. Et alors que la postologie c'était un peu sucré-salé, tu vois, on comprenait pas trop. Et en gros, l'arnaque, c'est on pète Star Wars. Pour ceux qui n'ont pas envie de le voir, hein, les gens n'ont pas envie de voir que Disney pète Star Wars, pour ensuite le réparer et dire regardez, on a réparé Star Wars. Oui, oui. Félicitez-nous. Oui. Applaudissez. Consommez. Et voilà, et ce truc du sauveur, alors que c'est les premiers en fait qu'on devrait condamner pour péter Star Wars en fait. Ouais. Et voilà, on est encore aujourd'hui dans la capitalisation de ce remords de la prélogie qui a traumatisé certains. Au final, ouais, c'est que la mort de Star Wars guette toute la période de Disney. Pour nous, Star Wars commence à mourir avec l'épisode 7. Pour d'autres, c'est l'épisode 8. Pour d'autres, c'est l'épisode 9. Pour très peu de gens, c'est The Mandalorian. Voilà, et c'est en permanence des substitutions en fait. On essaie de répéter, de pallier Star Wars, de le suppléer pour essayer de le rendre un peu vivant, quoi. Ouais. Et je trouve, voilà, on est quand même dans un Star Wars zombie, quoi. Pour moi, Star Wars 9, c'est du Star Wars zombie. Les morts parlent, quoi. Il y a un consensus autour de ce film, c'est que ce film est mauvais. Oui. C'est un mauvais Star Wars. Cependant, beaucoup de gens se persuadent que qu'il faut tout de même l'accepter parce que c'est la fin de la saga Skywalker. Je pense qu'il faut quand même avoir un peu de recul en disant que cette fin, regardez-la simplement émotionnellement, on est tellement loin de la fin de l'épisode 3. Et si vous voulez ramener encore plus loin, si vous n'aimez pas la prélogie, la fin de l'épisode 6. Je pense qu'il faut aussi arrêter d'analyser ça de manière, comme on disait, de voir Star Wars que comme une licence. Analyser Star Wars comme étant une histoire. Oui. La fin de l'épisode. l'épisode. Et en quoi ça vous touche, merde. Oui, quoi, oui, bah, c'est ça, en fait, c'est ça. Tu vois, tous les fans, j'ai l'impression, sont devenus des marketeurs. C'est ça, ouais. Ça me fait chier, quoi. Maintenant, si vous regardez simplement l'histoire, regardez la fin de l'épisode 6 de manière diégétique. L'épisode 6 et l'épisode 3, c'était des deuils, mais qui étaient réels, qui étaient partagés. Ah oui, bien sûr. Entre nous, quoi. C'était émotionnel et c'est surtout lié avec l'histoire. Là, maintenant, avec Star Wars 9, on l'a dit, c'est un film zombie qui te réclame d'être émotionnel de sa part. Tu peux pas réclamer une émotion. Tu peux pas prescrire une émotion. Oui, exactement, c'est ça. Tu peux pas l'ordonner, donc il est en ça. Il faut la provoquer. Exactement. J'ai l'impression que les trucs de base, ouais, je sais. C'est fou de devoir le rappeler, quoi. Mais bon, mais ouais, c'est vrai que ce sauveur qui est à la fois tueur de Star Wars selon nous, c'est s'acharner en fait à sauver Star Wars, comme on le dit là depuis bientôt 1 heure là. C'est admettre que la saga, en fait, elle est plus trop d'actualité. Et du coup, Star Wars 9, c'est quoi? C'est enterrer Star Wars. C'est ce qu'on fait à la fin. Oui, bien sûr. La postologie s'avance pour dire ah ouais, en fait, on n'a plus besoin de Star Wars, il faut s'en séparer. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le truc, c'est que, justement, de notre côté, Star Wars est déjà mort pour nous. La fin de l'épisode 3, c'est une belle mort. Et en plus, c'est ça, en fait. On essaie de mettre ça en parallèle, à savoir une mort paisible. La fin d'une histoire, tout simplement, parce que chaque histoire a besoin d'une fin. Lisez Joseph Campbell si vous voulez plus de précision. Et une mort violente, à savoir l'épisode 9. Une mort réclamée, un suicide, quoi. Oui, voilà, oui, le suicide de... Oui, parce que franchement, c'était pas un événement Star Wars 9, oui, bien sûr. Pas abuser, quoi. Bien sûr. Et voilà, tout ce qu'on critique, en fait, c'est ces fans qui voient une corrélation, en fait, entre l'actualité, l'instantanéité Star Wars dont on parle, et sa pérennité mythologique, émotionnelle pour les gens, c'est-à-dire artistiquement. Je pense que c'est quelque chose qui se discute vraiment, qui mérite que les fans s'y intéressent. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut mesurer une œuvre, son mérite d'existence en quelque sorte, uniquement à sa représentation? Parce que sur les réseaux sociaux, quand tu parlais de Disney+, exactement, aujourd'hui, comme on fait... sur les réseaux sociaux, on se vend en permanence, et moi ça me fait flipper de voir sur Facebook des gens qui disent ah ouais, j'ai été diverti par The Mandalorian. T'as l'impression que c'est 10. On est en plein dans du Orwell, quoi, c'est flippant. Oui, du Orwell, ouais, carrément.
Après, en fait, tu vois, comme on disait, demander à Star Wars d'être simplement d'actualité, je trouve que c'est comme demander à Star Wars d'être simplement demander du changement, sans demander qu'est-ce que ça va apporter. C'est comme demander à l'épisode 8 de simplement être surprenant. On demande juste, on va dire, une action. On n'a aucun regard sur la quantité. Un regard très global, on n'a aucune vue d'oiseau sur ce qui se passe, quoi. On n'a pas de regard sur la qualité de ce qu'on nous propose. On exige juste de l'actualité. Oui. Mais de l'actualité, on peut t'en donner, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on commence à croire qu'il y a quelque chose totalement différent, en fait. C'est que Star Wars n'a pas besoin vraiment d'actualité, à part de manière simplement mercantile. Oui, voilà, c'est ça. Donc en gros, voilà, tout ce qu'on critique, je pense qu'on peut terminer là-dessus, c'est voilà, l'instantanéité dans laquelle Star Wars est rentré, dans une logique de consommation rapide, facile, qui est complètement décorrélée en fait, de la qualité des œuvres. Ouais. Je dirais qu'on peut applaudir Star Wars, mais c'est pas parce qu'on applaudit Star Wars que ça devient plus réel. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que Star Wars soit de retour, quoi. On demandait un retour de Star Wars. Aujourd'hui, tout le monde en a rien à foutre. C'est au même niveau que Marvel Cinematic Universe. Oui. Bon, on va pas parler de Marvel, mais bon. Donc la saga, en fait, elle peut mourir en silence, comme pour Star Wars 3, en quelque sorte. C'est-à-dire, voilà, bah, c'est terminé. Mais nous, au fait, ce qu'on reproche, c'est plutôt au fait que il faut que certains fans comprennent qu'au fait, Star Wars, on peut penser la mort de Star Wars, ce que tous les fans pensent, hein, dans un brouhaha total, comme tu disais. Aujourd'hui, voilà, on est dans un applaudissement, dans des tweets, dans des discussions, dans des débats, dans des commentaires, dans de la réaction, dans de l'avis, mais jamais de la pensée. Et nous, on voit, nous, de notre côté, j'ai mis à notre côté, subjectivement, que la saga est en train de mourir. Nous, on s'en désole qu'elle meure, mais de cette façon-là. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'une fin, quelle que soit l'histoire, quelle que soit l'œuvre artistique qu'on nous propose, une fin est nécessaire. Et je dirais même qu'elle est souhaitable. Je fais toujours le parallèle avec le Retour du Roi du Seigneur des Anneaux, parce que c'est le film qui, je pense, est la plus grosse conclusion du cinéma, tu vois. Au moins une demi-heure, tu vois. Mais elle est incroyable, cette conclusion, parce que tu sens que c'est fini. Surtout la scène sur les rivages, tu vois. Je veux dire, voilà, il y a un poids émotionnel qui, je pense, est incomparable. C'est quelque chose que tu ne peux pas atteindre si tu proposes continuellement une exploitation indéfinie comme on le fait actuellement. Il faut se dire qu'à un moment, c'est fini, en fait. Et je trouve que ça devient de plus en plus dommage, en fait, que des gens, à cause de la période noire, n'acceptent plus cette fin. La preuve, j'ai l'impression que tous les fans qui exigeaient un épisode 7 et qui maintenant se retrouvent face à ce que nous propose Disney, sont en train un petit peu de s'éloigner un peu du fandom, j'ai l'impression. Ils disent, ouais, je m'en fous, en fait, il y a tellement de choses, ouais, je m'en vais, tu vois. C'est comme si tu attendais un brouhaha général pour t'en aller, parce que peut-être que t'es blasé avec tout ce qu'on te propose. C'est ça. Donc au bout d'un moment, peut-être que s'il fallait être plus honnête, admettre que la fin de l'épisode 3, c'est la vraie mort de Star Wars. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, voilà, nous, ce qu'on condamne pour conclure, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nous, de notre regard, c'est qu'on voit que Star Wars, la licence, on va dire, est devenue complètement adéquate à une économie qu'il faut nommer, qui s'appelle le capitalisme, qui veut accumuler en permanence, indéfiniment, des ressources conçues comme des richesses, comme des capitaux. Pour moi, c'est ça, hein. Franchement, quand je vois Kennedy nous parler, elle parle des actionnaires, elle parle pas aux fans. Oui, bien sûr. Je dirais que Star Wars est mort, voire même la pop culture en général, mais ça sera plus risqué. Et de se dire que voilà, je pense que la question que les fandoms doivent se poser, c'est est-ce que Star Wars doit mourir, certes, parce que tout le monde meurt, tous les mouvements culturels finissent par s'effriter, mourir de vieillesse, comme on pouvait se l'attendre avec la période noire, que tout le monde redoute, ou se faire assassiner par Disney. Et ça, c'est notre point de vue. Donc, à nos entendeurs, je dirais, de choisir, voilà, c'est ça, exactement. Bah, oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment ce dilemme-là, et c'est dommage que personne ne l'ait encore proposé, en fait, qu'il n'y a pas de constat de ce côté, quoi. Voilà, Star Wars va mourir, de toute façon, il est peut-être déjà mort, on sait rien, c'est pas grave, mais la question c'est comment. Comment est-ce qu'on veut voir Star Wars mourir? C'est ça la question que les fans doivent se poser, je pense. Exactement, tu m'as posé la question il y a longtemps, mais tu m'as dit est-ce que tu as prévu de décrocher de Star Wars à un moment? Et je dis bah non, en fait pour moi c'est tellement nébuleux, enfin pour moi ça va durer encore longtemps, mais le fait que chaque personne en tant que fan va forcément s'éloigner de Star Wars un jour. C'est comme ça, je veux dire, je trouve ça dingue de le préciser, mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est que il faut accepter cette fin, et je trouve qu'au final, on a raté une belle occasion avec l'épisode 3 et avec l'épisode 6, quoi. C'est ça, ouais. Donc voilà, je listerai ça que Star Wars c'est 6 films, et puis c'est tout. Voilà. Exact. Peut-être avec Rogue One. Oui, et on pourra rajouter Rogue One aussi. En espérant qu'on ait peut-être des trucs peut-être un peu plus inspirants à l'avenir, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais
reste ouvert évidemment. Surtout avec Kotor, on verra bien. Voilà. Merci à tous. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, notamment peut-être le bilan de la postlogie, possiblement, on verra comment on se débrouille. Et surtout avec les interviews qui ne seraient tardées. Bon, que la force soit avec vous et on se revoit très très bientôt.